L'environnement prend le pouvoir après la page santé et la voix la plus autorisée par ici pour en parler. Vous le savez très bien, c'est notre monsieur environnement maison, William Apollinaire Choki. Bonjour. Bonjour Alain. Merci d'honorer ce rendez-vous. Merci, le plaisir partagé Alain Soutchoumen. Ce matin, vous voulez nous parler... Aujourd'hui, nous nous intéressons à un programme scientifique qui vise à améliorer les relations entre l'homme et son environnement, améliorer les moyens de subsistance des populations tout en sauvegardant bien sûr les écosystèmes naturels. Et pour plus de lumière, nous recevons pour vous Mariano Mbouedji. Il est membre du comité MAB-UNESCO. Il va nous parler bien sûr de la vision, de la mission du MAB-UNESCO. Bonjour Mariano. Bonjour William. Merci d'accepter notre invitation. Vous savez, le 2 février prochain, on fêtera les zones humides et déjà on anticipe. On va commencer par parler d'abord de MAB-UNESCO. D'abord, quand on parle de MAB-UNESCO, qu'est-ce qu'on doit comprendre concrètement, Mariano Mbouedji? Merci William. Si nous parlons de MAB-UNESCO, ce qu'il faut comprendre tout de suite, c'est une organisation. Ouais. Donc c'est une organisation qui regroupe des chercheurs, des scientifiques. Ça implique également des entités de l'État, des passionnés de la nature. Et la finalité, c'est d'avoir un groupe pluridisciplinaire qui travaille non seulement à préserver tout le patrimoine naturel que la nature a mis à disposition de l'homme, mais également permet de satisfaire les besoins de l'homme, l'être humain. Je sais, quand on parle de MAB-UNESCO, c'est près de 738 réserves de biosphère dans 134 pays. C'est quand même énorme. Chez nous, ici au Bénin, on en a combien? Nous avons 3 réserves de biosphère. Ouais. Il y a la première réserve de biosphère, c'est la Pendiari, déjà dans les années 86. Après, nous avons eu, disons, une extension avec le W, donc plutôt un complexe de réserves qui est constitué du parc de la Pendiari, la rivière Pendiari, le W et l'Arli. Ensuite, dans les années 2000, précisément en 2017, nous avons eu la réserve transfrontière du Mono. Du Mono, ouais. Et tout récemment, en 2020, nous avons eu la réserve de biosphère de la basse vallée de Lomé. Donc le Bénin a 3 réserves de biosphère à la date d'aujourd'hui. Alors, quelle est la vision fondamentale de MAB-UNESCO, si on veut savoir? La vision de MAB-UNESCO, c'est de travailler dans un monde dans lequel les individus ont conscience, disons, qu'ils ont un avenir commun, ouais, qu'ils ont intérêt à travailler la main dans la main pour profiter des innombrables services écosystémiques que la nature, à travers ces différents écosystèmes, met à la disposition de l'homme. Vous n'êtes pas sans savoir que l'essentiel des besoins de l'homme vient des éléments de la nature. Donc, c'est travailler de façon intelligente, ouais, à utiliser les ressources que la nature met à notre disposition, satisfaire les besoins économiques, mais tout en préservant tout ce potentiel-là que la nature, à travers la diversité des vies et des habitats, permet à l'homme d'avoir. Alors, vous parlez de multidiscipline. Alors, je veux savoir à peu près comment fonctionne alors MAB-UNESCO quand on dit qu'on veut qu'il y ait une relation, je dirais, parfaite entre l'homme et sa nature et son environnement, si vous voulez. Il faut dire que MAB-UNESCO, c'est d'abord au niveau des États. Au niveau des États d'abord. C'est des États qui sont partis. Et au niveau de chaque État, il y a ce que nous appelons des comités. Donc, il y a le bureau international qui est constitué de membres de plusieurs États. Oui. Ah ben, les appels. Ça ne manque pas. C'est plutôt... Ah ouais. On vous a vu à la télé et puis on vous appelle pour savoir. Voilà. C'est bien lui qui est à l'écran. D'accord. L'alarme qui est d'accord au réveil. C'est le réveil plutôt. Donc MAB-UNESCO, ouais, je disais tout à l'heure que c'est des entités qui prennent en charge plusieurs pays. Donc vous avez au niveau de chaque pays aussi, disons, une structure qui est constituée de différentes spécialités. Ah d'accord. Donc pour la plupart du temps, c'est des personnes, des volontaires de différents domaines, des sciences naturelles, des sciences juridiques et tout, mais qui se mettent ensemble pour travailler à préserver, disons, ce patrimoine et à créer cette synergie entre l'utilisation des ressources de la terre et la protection de la nature.
Alors, si je prends le cas du comité national ici au Bénin, je sais que le coordonnateur, c'est Dr ingénieur Aristide Komna-Théo, qui certainement va nous rejoindre pour le grand débat qu'on va mener après, bien sûr, le bulletin d'information. Est-ce que cela aussi, on a aussi plusieurs scientifiques dans ce comité, des professeurs d'université, des spécialistes quand même très pointus qui, sur des questions vraiment, je prends par exemple le cas des zones humides, on a tellement de spécialistes qui nous donnent des éléments pour mieux comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes fragiles. C'est d'ailleurs ça même, disons, l'essence des réserves de biosphère. Okay. Donc, comme pour le comité Babinesco, elle est basée sur l'interdisciplinarité. Et vous avez des personnes, parlant du comité national Babinesco Bénin, vous avez une pluralité de spécialistes. Moi, personnellement, spécialiste de la faune et des aires protégées. Si, je sais que vous, quand on parle de faune, Dr Théo est aussi spécialiste des aires protégées, de la faune. Les éléphants des éléphants en particulier. Vous avez des géographes dans ce comité. Vous avez des sociologues vous avez des journalistes. Tout à fait. William Choki aussi, je pense que fait partie de ce comité, surtout par rapport au volet de communication. Ouais. Donc vous avez des botanistes également dans ce comité. Je sais qu'il y a aussi quand même un ornithologue dedans, le professeur Louboyon. Tout à fait, tout à fait. Donc vous avez vraiment une pluralité de disciplines, de spécialistes qui permettent d'avoir l'information correctes, utiles, qui peuvent être utilisées pour mettre à la disposition de nos États les informations nécessaires pour pouvoir faciliter la prise de décision. Alors, dans le contexte vous imaginez que constituer un dossier pour avoir une candidature pour un site, c'est un long processus. Donc, il faut rassembler les données scientifiques, il faut aller sur le terrain, collecter un ensemble de données, et c'est au-delà de toute cette masse de données, il faut des personnes qui sont quand même pointues dans leur expertise pour soumettre ce dossier et avoir, puisque c'est un challenge aussi, puisqu'il y a plusieurs pays qui soumettent plusieurs dossiers, c'est-à-dire plusieurs sites au niveau de leur pays, donc ce n'est pas garanti. Donc il faut avoir des dossiers vraiment bien montés, pertinents, pour pouvoir avoir le privilège d'avoir son site reconnu comme une réserve de biosphère. Alors je voulais m'intéresser surtout à la réserve de biosphère de la basse vallée de Lomé. Je veux savoir, c'est vrai que, enfin vous allez me dire, mais pourquoi lui se pose cette question, mais même, puisque vous êtes quand même un scientifique, je veux savoir comment on a pu avoir cette chance au niveau de l'UNESCO, qu'on puisse accepter cette réserve. Nous le savons, on dit après le Nil, la zone la plus riche au monde, c'est bien sûr notre basse vallée de Lomé. William, comme tu as su bien le dire, il faut dire que déjà en 2017, nous avons la seconde zone humaine d'importance du Sud, qui est le Mono, qui a été reconnu. Les acteurs qui intervenaient dans la basse vallée de Lomé se sont dit il faut s'inspirer de l'exemple de la réserve du Mono. Il y avait déjà depuis plusieurs décennies des organisations de la société civile qui travaillent dans différents écosystèmes sur différents sites pour préserver la biodiversité avec les communautés locales. On s'est dit il y a déjà une base qui existe, et si on se mettait ensemble pour créer une aire protégée qui va davantage créer des facilités de communication entre les différents sites qui sont sous protection. Donc c'est de là qu'est née l'idée de la création de la réserve de biosphère de la basse vallée de Lomé. Donc c'est des ONG. Votre téléphone reprend, c'est ce qu'on va faire. On va entendre le laisser à notre chargé de production. La réserve de biosphère de la basse vallée de Lomé est donc née de cette initiative pour plusieurs organisations intervenant dans cette région de fédérer leurs efforts. La création de la réserve de biosphère de la basse vallée de Lomé aussi, traduit également la volonté politique de l'État béninois, puisque c'est quand même une zone qui est densément peuplée. Et si l'État décide d'investir dans la protection, disons, de ces zones, de ces écosystèmes-là, c'est quand même au regard de l'importance du point de vue de la diversité biologique et de la diversité des écosystèmes de ce milieu que l'État s'engage à accompagner ce processus. Donc
des initiatives qui datent pour certaines de 20 ans déjà, pour d'autres d'une dizaine d'années. Donc c'est conjuguer ces efforts dans différents habitats, dans différents écosystèmes pour avoir une aire protégée qui prenne en compte les aspirations de développement des populations, tout ce qui est satisfaction des besoins des communautés, mais tout en préservant cette diversité de vie et d'écosystèmes dans lesquels les communautés, à travers l'intelligence citoyenne, a su exploiter pour leur profit. Okay. Monsieur Mbredi, William Tioki, si vous le permettez, moi j'ai bien envie de vous poser une question. Quand on prend la vallée de Lomé, William Tioki venait de le dire, après le Nil, c'est quand même cette vallée-là qui est reconnue comme potentialité pour l'agriculture. À votre avis, pourquoi cette vallée n'est pas exploitée à bon escient pour permettre, disons, un développement agricole de la zone? Je pense que pour l'heure, il y a encore un gros effort à faire par l'État pour vraiment valoriser tout le potentiel qu'il y a dans la vallée de Lomé. C'est vrai, on dit que c'est la seconde vallée la plus riche. Moi, je ne sais pas vraiment ce qu'elle... Enfin, c'est ce qu'on a dit. Voilà, et puis... Toujours est-il que ce potentiel est là. Qu'on peut valoriser. C'est quand même une zone assez vaste et assez riche. C'est vaste, assez riche. Très riche. On peut faire les populations vivent au rythme de la crue et de la décrue du fleuve Lomé, vivant de l'agriculture et de la pêche. Exactement. Donc c'est un potentiel inouï qui est là, et je pense même que les statistiques en matière de production agricole et de production halieutique, je pense que nous avons aujourd'hui sont encore très loin de la réalité de la productivité des écosystèmes de la vallée de Lomé. Il y a quand même un programme du ministère de l'Agriculture en concert avec les ATDA qui est en cours actuellement pour mieux valoriser ce potentiel. Ce que nous allons souhaiter, c'est que ces programmes puissent très vite se mettre en marche pour vraiment valoriser tout le potentiel qui est là, parce que la vallée de Lomé a le potentiel vraiment de faire nourrir, disons, la population béninoise, et ce n'est qu'une question de temps. La volonté politique, je pense, elle est déjà là. Donc c'est surtout plus d'action sur le terrain, et surtout que on fasse une meilleure étude du potentiel qui est là. Ouais. Voilà. Je sais que vous travaillez dans cette zone, et quand on parle de richesse de la vallée de Lomé, parfois on se dit, mais on ne peut pas avoir cette vallée, vous n'avez pas tout à l'heure de la pêche, ou parfois quand vous allez pour acheter du poisson, c'est du poisson venant de l'extérieur qu'on vous sert. Alors qu'on pourrait faire la pisciculture. Ouais, on se dit, mais normalement cette zone seule même peut nourrir tout le pays, même au-delà, le Nigeria à côté, le Togo. Et parfois, quand vous allez dans la vallée, la population, pour consommer du poisson, c'est du poisson venant de l'extérieur. Parfois, on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce ça dit qu'on n'a pas bien protégé, on n'exploite pas correctement cette richesse que nous avons? À mon avis, il y a deux problèmes. Ouais. Le premier problème, c'est une meilleure valorisation du potentiel halieutique qui est disponible. Okay. Donc, vous avez, c'est surtout pendant la crue, qu'il y a une forte productivité, disons, de ces écosystèmes. Donc la population a du poisson, des produits halieutiques à disposition. Ouais. Mais à la décrue, la population, c'est surtout l'agriculture qu'elle pratique. Ouais. Donc pendant cette période, les plants et les cours d'eau ne sont pas aussi productifs. Donc il n'y a pas vraiment un système de production continue. Ce qui devait y avoir normalement, on devait y avoir des étangs. Les populations aménagent ce qu'ils appellent des trois poissons. Donc dès que l'eau se retire, les poissons se retrouvent emprisonnés, piégés dans ces... Donc c'est ça que les gens exploitent. Mais il y a possibilité, disons, d'accroître le potentiel de production de ce système traditionnel que les populations même ont déjà mis en place. Donc ça, c'est le premier volet, c'est-à-dire mieux valoriser le potentiel disponible. Le second problème, c'est une question d'organisation. C'est vrai, les populations aujourd'hui, il y a la croissance démographique, donc les besoins sont plus importants, et le rythme de prélèvement de ces ressources n'est pas toujours en harmonie avec la capacité de ces écosystèmes-là à produire. Donc, du coup, vous dites que parfois les engins que nous utilisons, les instruments ne sont pas aussi adaptés, et parfois on vide même ces étangs. Voilà, donc il y a ces pratiques d'utilisation d'engins de pêche prohibés. Qui
menacent la ressource naturelle. Il y a un travail qui est fait depuis quelques années avec la DPH pour faire des sensibilisations et Vous aussi... voulez pas de la direction de la production halieutique. Ouais. Donc pour non seulement informer la population, mais disons déconseiller ou éradiquer l'utilisation des engins de pêche qui menacent la ressource. Cela dit, au-delà de cette réglementation, sensibilisation, il faut nécessairement mettre en place des infrastructures pour la production halieutique. Je pense que c'est ce qui manque le plus pour ne pas seulement s'appuyer sur la productivité naturelle de ces écosystèmes-là, c'est-à-dire mettre en place tout le système de production des cages flottantes pour pouvoir exploiter à bon escient tout ce volume d'eau qui descend des parties septentrionales et qui se perd dans la mer. Donc ce potentiel peut également être valorisé pour l'agriculture, étant donné que pendant la saison sèche ou pendant la décrue, les gens n'ont pas l'eau à disposition. Alors que toute cette eau-là, on peut créer des digues, ou créer des retenues pour que l'eau soit accumulée et valorisée tout au long de l'année. Et ainsi, les gens de la vallée de Lomé peuvent produire du maïs tout au long de l'année que de produire seulement saisonnièrement. Donc c'est des infrastructures, des aménagements qui sont nécessaires, mais cela nécessite de gros moyens. Donc c'est là que l'État doit intervenir. Est-ce que MAB UNESCO pense déjà à, j'allais dire, à ces différentes réformes qu'on pourrait mener pour accroître toute cette potentialité dont disposent ces milieux? Disons, ces réflexions trouvent déjà quelques solutions à travers les initiatives que mènent les ONG avec les communautés locales. Il y a des pratiques traditionnelles qui permettent de valoriser, des pratiques endogènes qui permettent de mieux exploiter les ressources de cet écosystème-là. Et notre travail, ou le travail des ONG en tant que partenaire de l'État pour le développement des communautés, c'est travailler à vulgariser ces pratiques. Il y a des populations chez lesquelles, par exemple, pendant une bonne partie de l'année, il n'y a pas d'exploitation des ressources halieutiques. À certains endroits, il y a le zobodo. Vous avez aussi certaines mares sacrées sur lesquelles, une bonne partie de l'année, il n'y a pas d'activité. Donc, c'est seulement pendant une période que la population est autorisée à aller faire la pêche. Donc, ceci permet le renouvellement des stocks et permet que tout au long de l'année ou sur plusieurs années, le potentiel halieutique n'est pas mis en péril parce qu'on donne le temps aux animaux de se reproduire et on veille aussi à ce que la taille des poissons capturés ne mette pas en péril la productivité, disons, de ces écosystèmes-là. Donc, c'est continuer ce travail pour répertorier ces différentes pratiques qui existent, non seulement dans le domaine de la production végétale, mais aussi de la production halieutique, qu'on peut vulgariser au sein d'autres communautés, puisque d'un terroir à un autre, ce ne sont pas les mêmes réalités. Donc chaque terroir, en fonction des contraintes du milieu, a su développer certaines technologies, une intelligence citoyenne qui lui a permis de rester. Vous pouvez réaliser que ça fait plus de 100 ans que certaines communautés se sont installées dans ces milieux et qui vivent constamment avec l'eau. Tout à fait. Et toutes leurs activités sont liées à l'eau. Cette population n'a pas travaillé contre l'eau. Donc c'est cette intelligence citoyenne que nous devons aller chercher, exploiter, améliorer pour des villes ou des communautés plus durables dans un contexte aussi de changement climatique. Et dans le cadre de la réserve de biosphère du Mono, est-ce que c'est les mêmes réalités ou bien on sent une certaine évolution de protection, de gestion durable des ressources naturelles? Il y a une progression dans la gestion. Dans ce sens où, en 2020, quand nous avions soumis le dossier de la réserve de biosphère de la Basse-Vallée de Lomé, les aspects, par exemple, des changements climatiques et du genre n'étaient pas pris en compte. Mais l'année dernière, comme vous avez pu le suivre, disons, ces deux aspects, c'est-à-dire l'intégration des changements climatiques dans la protection ou dans la gestion de la réserve de biosphère, a été prise en compte. Donc aujourd'hui, le plan d'aménagement et de gestion de la réserve de biosphère de la Basse-Vallée de Lomé prend en compte les changements climatiques, c'est-à-dire comment est-ce que nous allons intégrer les changements climatiques dans les programmes de protection ou de développement communautaire que les ONG mènent globalement sur cet espace-là, mais également comment est-ce que nous intégrons le volet genre
et une meilleure participation des femmes, une meilleure intégration des femmes dans le processus de décision ou de développement communautaire. Donc, c'est, comme on le disait à l'entame, le label MAB UNESCO, c'est vraiment l'intégration de l'homme dans la gestion de la biodiversité. On n'exclut pas l'homme. L'homme est au cœur, puisque tout ce que nous faisons, c'est pour le profit de l'homme. Donc, c'est vraiment travailler à satisfaire l'intérêt de l'homme, mais tout en préservant la diversité, la vie qu'il y a dans ces écosystèmes-là. Alors, vous pensez qu'en associant beaucoup plus les femmes, qu'on pourrait mieux gérer ces ressources, c'est cela? Naturellement, oui. Déjà, la femme, quand vous regardez dans le ménage, l'économie est dans la main des femmes. Tout à fait. Donc, nous avons tout intérêt, quand nous voyons la polyvalence de nos mamans, de nos épouses à la maison, à gérer X ou Y choses, ouais, à utiliser un capital pour faire tellement de choses. Dieu a donné à la femme, disons, ce talent ou cette intelligence de faire fructifier les choses. Donc, nous avons, c'est elles qui sont beaucoup plus en contact avec les ressources naturelles à travers la collecte du bois de chauffe. Même quand les pêcheurs, après les captures, c'est les femmes qui commercialisent, c'est elles qui transforment et tout. Donc, c'est la femme qui est au cœur du processus de transformation économique. Donc, nous avons tout intérêt à mieux outiller. Oui, je veux bien risquer une question. Depuis que vous impliquez les femmes, est-ce que vous avez noté un changement dans les activités par rapport aux années antérieures où disons, cette pratique ne se faisait pas, cette implication des femmes n'était pas une réalité? Bon, les femmes étaient impliquées, mais pas d'une façon aussi importante. Aujourd'hui, elles sont davantage mises devant, davantage responsabilisées, parce que les expériences nous ont montré que dans le passé et aujourd'hui comparativement, on réalise que en outillant davantage les femmes, en les mettant au cœur des actions de développement, le résultat se fait plus rapidement. Ah, et étant donné que c'est elles qui transmettent les valeurs, les connaissances de la société, donc nous gagnerions du temps à les impliquer dans les processus transformationnels que nous souhaitons au niveau de ces communautés-là. Et comme vous avez pu le demander, oui, il y a des changements. Aujourd'hui, de plus en plus, nous parlons souvent au niveau des terroirs villageois de groupements de ceci, de groupements de transformation de femmes. C'est beaucoup plus elles aujourd'hui qui vont soit vers les ONG ou soit vers les structures de l'État pour aller rechercher soit des financements ou soit des renforcements de capacités, parce qu'elles ont compris qu'elles ont tout intérêt à renforcer leurs capacités. Ça leur permet d'avoir une meilleure productivité, d'avoir des produits de transformation de meilleure qualité, mais aussi c'est des rentrées de sous, puisque l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc si vous avez des partenaires ou des acteurs qui vous permettent de faire une meilleure rentrée de sous, d'avoir une meilleure qualité de vie, naturellement, vous êtes mieux poussé à rester connecté à ces personnes-là pour améliorer votre bien-être. Merci beaucoup à vous, Mariano Humbouedji. Je rappelle que vous êtes aussi membre du comité national MAB UNESCO. Avec vous, on a parlé bien sûr de ces différentes réserves de biosphère que gère le comité ici au niveau du Bénin, les avancées, ce qu'on attend de vous évidemment, pour améliorer bien sûr la gestion de ces ressources, parce que qu'on ne veuille pas, il faut quand même qu'il y ait une relation parfaite entre l'homme et son environnement. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, William Apollinaire Tsoki. On vous retrouve tout à l'heure, Monsieur Mariano. Merci de nous avoir éclairé sur toutes ces actions. On va vous retrouver dans un instant, William Apollinaire Tsoki, pour parler des zones humides dans notre pays, de comment elles sont gérées, comment elles sont protégées, et surtout de leur utilité, parce que c'est très important. D'accord. Allez, avant donc de retrouver Apollinaire William Tsoki, on va aller de l'autre côté des journaux pour voir un peu le condensé de l'actualité dans le pays. Ça va être avec Marcel Achossi dans un court instant.